La nature et l'harmonie. Partie 2. Lui. Oui, sans doute, la raison principale ou déclenchante est née de ma prise de conscience, de cet éveil qui me fit voir la nature sans ses masques et costumes. Mais il y a une autre raison. Dès que son imperfection et son manque de beauté m'apparurent, il est important de comprendre que si je dis manque de beauté, je ne dis pas manque de vérité. Je réalisai qu'une voie extraordinaire s'ouvrait devant moi et devant beaucoup d'autres. Sur la porte qui apparut devant mes yeux était un écriteau qui disait ceci: « La nature n'est ni à dominer, ni à exploiter. Elle est à changer, et c'est aux humains de le faire. Ils sont les seuls à pouvoir le faire. » Elle. C'est là un tournant profond, une sorte de rupture avec l'innocence, suivie non d'un désespoir mais d'une responsabilité. En découvrant que la nature n'est pas belle en soi, mais seulement séduisante à certains égards, vous avez fait apparaître non pas un vide, mais une tache. Cela me frappe, car votre lucidité ne vous mène pas à la fuite ou au cynisme, mais à une forme de mission. Vous voyez dans l'imperfection de la nature non un défaut, mais un appel. Cela me rappelle la phrase de Camus. Il faut imaginer siphisme heureux. Mais ici, ce n'est pas un rocher inutile qu'il faut pousser, c'est un monde à réinventer. Et ce mot, changer la nature, heurte, presque choquant dans la pensée contemporaine qui crie souvent au sacrilège à la moindre transformation. Pourtant, vous n'en parlez pas comme d'un acte de violence ou de conquête, mais comme une réponse, un devoir humain, peut-être le seul digne de ce nom. Alors, j'ose vous demander, changer la nature, vers quoi? Vers plus de beauté, de justesse, d'ordre? Quel est ce possible que vous entrevoyez et qui justifie cette immense entreprise?